Bonjour, soyez les bienvenus dans ce nouveau rendez-vous, l'émission CJBAT. Aujourd'hui, nous allons évoquer le gaz à travers une interrogation. Est-ce un atout pour massifier la rénovation? Pour répondre à cette question, ils sont 4 à mes côtés. Charles Arquin, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle rénovation au sein du bureau d'études Pouget Consultant, créé voilà 40 ans, 60 personnes. À Nantes, Paris, Rennes, avec 2 activités principales, la construction neuve et la rénovation. À vos côtés, Benoît Philippe, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du service fluide énergie au sein du bureau d'études CETRAC, une 50aine de collaborateurs à Nantes, Paris, Saint-Malo et Rennes. Vos clients sont des promoteurs privés, des bailleurs et des collectivités. Vous intervenez dans le logement collectif, le tertiaire, un peu dans l'industrie et dans le scolaire. En face, Tony Leroy, bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes le cofondateur du cabinet Walter à Lyon, 8 collaborateurs. Walter est spécialisé dans l'accompagnement des copropriétaires, des établissements de santé et des collectivités sur les questions d'économie d'énergie et sur les systèmes CVC. Vous êtes notamment à l'origine d'un logiciel, on en reparlera, destiné à expertiser et régler correctement une installation de chauffage. Et puis, Vincent Lallemand. Bonjour Vincent. Vous êtes responsable efficacité énergétique résidentielle chez CJBAT et vous êtes l'expert de ce nouveau rendez-vous. Je vous donne la parole dans quelques instants, Vincent, mais d'abord, je précise à celles et ceux qui nous regardent que vous pouvez bien sûr, comme à chaque fois, poser vos questions. Les experts CJBAT y répondront sur le chat en direct. Vincent, nous ne changeons pas la formule qui gagne de cette émission. Vous êtes l'expert, alors c'est vous qui allez encore une fois poser le décor pour bien comprendre le sujet. Les questions donc de massifier. Comment d'abord, avant de parler des solutions, les pouvoirs publics vont inciter réglementairement à cette massification de la rénovation? Alors déjà, un petit rappel sur le bâtiment en France. Aujourd'hui, le bâtiment en France, c'est 43% des consommations énergétiques et ça représente aussi un quart des émissions de gaz à effet de serre. Donc on voit bien que l'enjeu est fort sur cette partie-là si on veut décarboner. Et donc, depuis cet été, la nouveauté, c'est la publication de la loi climat et résilience, donc, qui fait lieu aux travaux qui ont été mis en place par la Convention citoyenne sur le climat. Et donc, qui a mis en place un certain nombre de mesures, dont certaines qui vont inciter à la rénovation, notamment donc l'interdiction à la location des passoires énergétiques, qui va intervenir assez rapidement, puisque les bâtiments classés G vont être interdits à la location dès 2025, les bâtiments classés F dès 2028 et les bâtiments classés E dès 2034, avec un impact qui va arriver encore plus rapidement. Ça va être le gel des loyers pour tous les bâtiments classés G dès 2023. Donc c'est-à-dire dès l'année prochaine. Oui. Ça va très, très vite arriver. Ensuite, on va avoir une obligation d'audit énergétique pour les bâtiments en monopropriété lors de la vente de bâtiments classés en F ou G. Et ça va arriver dès 2023. Et puis enfin, l'obligation de DPE collectif, ça pour la partie copropriété, qui va arriver dès 2024 pour toutes les copropriétés supérieures à 200 lots. Et puis, quelque chose qu'on connaissait déjà, donc c'est le DPE, qui sera de toute façon obligatoire du moment qu'on mettra en vente un logement. Un DPE qui va aussi évoluer. Alors effectivement, il a évolué cet été, il va devenir central dans la politique de rénovation et les évolutions qui ont eu lieu cet été ont été mises en place pour le fiabiliser, mais pour le rendre aussi opposable. La méthode de calcul a un petit peu changé, notamment sur les bâtiments d'avant 48, où jusqu'à maintenant on utilisait les factures pour estimer les consommations énergétiques. Dorénavant, on va s'appuyer sur un calcul conventionnel, donc qui sera plus lié aux qualités intrinsèques du bâtiment, plutôt qu'au comportement de l'utilisateur qui avait un impact assez différent en fonction des différentes personnes qu'on pouvait avoir à l'intérieur du logement. La nouveauté aussi, c'est le double étiquetage de ce DPE. Donc on avait jusqu'à maintenant les étiquettes qui cohabitaient l'une par rapport à l'autre, une partie sur l'efficacité énergétique, une partie sur les émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, on va prendre la moins bonne des 2 étiquettes et c'est cette étiquette-là qui viendra caractériser le logement. Donc on voit bien que le DPE va être au centre de la politique de rénovation, il va être incitatif, ça va permettre de lancer ces rénovations performantes et voilà. Une rénovation performante, est-ce qu'on peut s'arrêter quelques instants? Vous êtes mon monsieur définition aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on entend par rénovation performante? Alors la rénovation performante, elle est définie par la loi climat et résilience. Donc on va avoir le cas général qui va consister, si on veut être labellisé rénovation performante, ça va être l'atteinte de la classe A et B. Et puis ensuite, on va avoir les cas dérogatoires, notamment pour les passoires énergétiques, où là, on devra avoir l'étude des 6 postes, donc qui sont l'isolation de la toiture, du plancher, des murs,
les menuiseries, le système énergétique et la ventilation. Il faudra avoir étudié ces 6 postes et on pourra déroger et atteindre l'étiquette C dans le cas des passoires énergétiques. On a une deuxième dérogation aussi qui va concerner les bâtiments classés, les logements classés E avec des contraintes architecturales fortes, par exemple tout ce qui va être bâtiment classé, ou alors des bâtiments dont les coûts de rénovation seraient disproportionnés par rapport à la valeur du bien. Là aussi, on pourra encore une fois déroger et atteindre l'étiquette C. Rénovation performante aussi, il y a deux types de rénovation. Il va y avoir la rénovation performante globale, où on va venir travailler en une seule étape sur tout le bâtiment, et puis la rénovation performante par étape, où on va d'abord commencer par un premier geste qui peut être le changement du système énergétique associé à une étape de rénovation sur le bâti, qui va permettre de venir générer une économie et qui pourra entraîner par la suite, quelques années plus tard, grâce à cette économie, un budget qui pourra permettre de lancer des opérations de rénovation un peu plus importantes sur le bâti. Donc on va venir détailler ces 2 types de rénovation dans la liste. La rénovation, alors qu'elle soit performante ou par étape, qu'elle soit globale ou par étape, elle est au cœur des débats quand même depuis un certain nombre d'années. Charles Arquin, vous m'arrêtez si je me trompe. J'ai l'impression qu'on en parle depuis de longues années et que les différents gouvernements successifs essaient de faire en sorte que cette massification arrive. Qu'est-ce qui pourrait faire changer les choses aujourd'hui ? Alors effectivement, on en parle depuis pas mal d'années. On voit que les choses avancent, mais pas assez qu'on l'aimerait. On n'est pas aujourd'hui à la hauteur des objectifs si on regarde un peu la trajectoire à 2050. Ce qu'on peut quand même se dire, c'est qu'on a connu ces dernières années, notamment avec la loi climat-résilience qu'évoquait Vincent, un certain nombre d'évolutions qui peuvent nous laisser espérer sur l'accélération de la rénovation et de sa qualité. La première, ça a été cité, le DPE. On voit vraiment un outil de politique publique qui est très lisible des ménages. Donc côté demande, on va avoir un vrai rapprochement entre les logiques immobilières et les logiques de performance énergétique et environnementale, ce qui est très important parce que ça va embarquer des propriétaires bailleurs, ça va embarquer des passages à l'acte lors des transactions. Donc le lien entre performance énergétique environnementale et transactions immobilières me semble très importante. Ensuite, sur le plus long terme, on a une visibilité qui a été posée aussi par la loi climat-résilience avec cette obligation dans le temps et ce calendrier qui nous amène à 2034 à rénover les logements E, et on sait que c'est une grande partie du parc. Donc ça va donner vraiment cette trajectoire pour faire en sorte et donner la visibilité aux maîtres d'ouvrage pour planifier les travaux dans le temps et les planifier dans le bon ordre. Et ensuite, à plus court terme, on voit tous les débats autour de la hausse de l'énergie et ses conséquences sur le reste à vivre des ménages. Et donc ça pose un certain nombre de questions sur la manière dont on peut accompagner ces ménages, notamment pour ceux qui sont dans la difficulté, à améliorer ce reste à vivre et à, on va dire, travailler cette question de bouclier énergétique, comme on pourrait le définir. Un mot avant de passer la parole à votre voisin, Benoît Philippe, sur votre perception de ce nouveau DPE, vous, en tant que bureau d'études. Alors la perception, c'est que le DPE va venir, on le disait tout à l'heure, l'outil des politiques publiques. Les ménages se retrouvent dans une étiquette quand ils avaient du mal à se retrouver à d'autres types d'évaluations énergétiques. On voit qu'on a posé la réglementation autour du DPE. On commence à voir les prémices d'incitation qui dépendront uniquement de ce critère DPE. Donc on peut penser que le DPE deviendra l'outil et le thermomètre, on va dire, de la rénovation énergétique. Et donc les différentes professions, que ce soit bureau d'études, entreprises, architectes, devront s'emparer de ce sujet pour bien le comprendre et du coup composer avec cet outil qu'est le DPE. Alors on l'a compris depuis le début de cette émission CJBAT, les objectifs sont très importants. On parle de massification. L'objectif officiel, c'est 700 à 800 000 logements par an à réhabiliter. Nous en sommes encore assez loin, Benoît. Est-ce que vous avez, vous, des idées, des clés qui pourraient permettre d'y parvenir ? On en est loin et pourtant on voit que, comme l'a expliqué Charles, tous les outils sont à disposition aujourd'hui, tant sur la partie obligation, où là on vient d'en faire le tour, notamment là, avec la dernière évolution des DPE, et sur la partie incitation également, qui a été renforcée, incitation dont les bailleurs savent très bien se saisir, les bailleurs sociaux. On voit un nombre de projets de rénovation énergétique très important sur le parc social. Il reste encore quelque chose à parfaire sur la partie, je pense, copropriété et particulier, où là, il faudrait arriver, toujours encore une fois, sur une massification, avant la massification de la rénovation, une massification de la sensibilisation, je dirais, et donc renforcer cette communication autour,
voilà, rassurer, aider les propriétaires à comprendre et démystifier un petit peu ce processus qui peut être complexe à leurs yeux. Tout est une question d'équilibre aussi. On parle de massification. Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot? C'est-à-dire massification avec des obligations très, très contraintes. Il faut trouver le bon dosage aussi pour que les Françaises et les Français puissent entreprendre ces travaux de rénovation tant espérés par les gouvernements successifs. Absolument. La massification passe par voilà, un jeu d'équilibre. On ne va pas aller chercher la performance, la perfection, mais on va être dans le compromis systématique, atteindre des notions de rénovation performante et avant tout en garder en tête qu'on doit en toucher le plus grand nombre. Donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans cet objectif de 7 à 800 000 logements par an. Il est question d'urgence climatique et quand on parle d'urgence, évidemment, il faut aller vite. Mais vous, les professionnels que vous êtes, que vous représentez, autour de la table, vous dites certes, mais on ne peut pas aller plus vite que la musique non plus. C'est ça. Pour aller vite, nous, ce qu'on a à cœur, c'est avant tout d'aller bien, de ne pas y revenir deux fois. Et donc, y a des délais incompressibles, malheureusement. On sait très bien qu'une mise en chantier, c'est minimum 1 an d'études préalables pour avoir quelque chose de construit, structuré, et un chantier qui se déroulera bien derrière. Et ce délai peut aisément doubler si on part de zéro, si aucun diagnostic préalable n'a été conduit. Donc on est forcément sur des temps longs et c'est ce qui aussi nous assure de maîtriser le sujet jusqu'à la fin. Des temps longs et qui, en même temps, pardon de reprendre cette expression très, très à la mode avec un président de la République, vous avez aussi besoin de main-d'œuvre parce que les objectifs sont tellement importants, de 700 à 800 000 logements. C'est la question qu'on pourrait se poser. Est-ce que la filière est prête pour passer ce cap, atteindre ce cap? Il y a une accélération qui a été faite, qui est indéniable ces dernières années et on le voit, il y a une réelle montée en compétences de l'ensemble de la filière, que ce soit forcément les bailleurs, et même certaines copropriétés, ou du moins les professionnels qui les accompagnent, les syndics, les entreprises, les bureaux d'études. Donc il y a vraiment un jeu qui est en train de se muscler, une technicité qui s'affirme. Et oui, à ce titre-là, je pense que la filière est de plus en plus prête. Espérons-le. L'émission CJBAT s'intéresse à la massification de la rénovation. Alors d'après ce que j'entends, il faut du temps, il faut bien préparer déjà le chantier, il faut ensuite que la filière soit prête. Et pourtant, Tony Leroy, vous militez pour une autre solution complémentaire, pas à la place d'eux, mais complémentaire, qui peut être un peu plus rapide et apporter également des résultats très rapidement. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, la seule proposition qui est proposée, en tout cas au maître d'ouvrage, c'est la rénovation globale, ce qui est une bonne chose en soi, mais par contre qui nécessite derrière des budgets d'investissement importants, du temps aussi pour la mise en œuvre, et qu'on ne touche pas tous les bâtiments. Sauf qu'aujourd'hui, c'est bien tout le segment du bâtiment qu'il faut décarboner. Donc c'est vrai qu'on est arrivé par le petit orifice, on va dire, des systèmes de chauffage. Alors quel est-il? Donc vous arrivez par le système de chauffage, vous c'est votre porte d'entrée. Tout à fait, on est assistant à maîtrise d'ouvrage sur le sujet. Donc le but est d'optimiser au maximum les systèmes en place, de réduire les puissances, de faire les bons réglages au niveau des régulations. Parfois sans travaux, on est capable d'aller chercher jusqu'à 45% d'économie, en tout cas en optimisant et en travaillant aussi sur l'usage, qui est un réel problème aussi au niveau du bâtiment. Parce que sur certains bâtiments, c'est impossible d'engager des travaux de rénovation performante globale parce que ce serait trop cher ou les bâtiments sont classés. Tout à fait. Alors déjà, on va tomber sur des bâtiments qui sont déjà isolés, donc c'est vrai que les temps de retour sont très importants et découragent en général les maîtres d'ouvrage. On est sur des bâtiments parfois qui sont classés historiques, en plein centre-ville, les bâtiments haussmanniens ou autres, qui est très difficile d'isoler, donc pour lequel on n'apporterait pas de solution. Et puis jusqu'aux bâtiments neufs, où aujourd'hui on voit qu'il y a des dérives importantes, en tout cas au niveau des consommations par rapport aux études thermiques réglementaires. Que l'on soit bien clair, les deux approches que nous avons évoquées sont complémentaires, avec le même objectif, réduire les consommations. Oui, nous sommes complètement complémentaires. De toute façon, on va militer derrière pour la rénovation globale. Comme je l'ai dit, on rentre par la petite porte. On est un petit peu le verre VERT qui rentre dans la pomme et qui va quelque part éduquer, accompagner
le maître d'ouvrage aller plus loin dans ces économies d'énergie et les sensibiliser au plus près, en prenant aussi sous notre aile l'exploitant de chauffage, qui est pour nous la cheville ouvrière des économies d'énergie dans un bâtiment. Tony Leroy et les autres, eh bien, pour illustrer les propos qui viennent d'être tenus, je vous propose tout de suite de prendre la direction d'Annemasse dans une copropriété que vous connaissez bien, Tony Leroy, puisque vous l'accompagnez. C'est parti, direction Annemasse. Donc aujourd'hui, on est sur une copropriété de 84 lots qui a été construite dans les années 2010, donc sous la RT 2005. La possibilité d'isoler le bâti était assez complexe du fait de la conception du bâtiment. Du coup, le choix s'est porté sur le diagnostic de la chaufferie, de manière à optimiser l'installation et aller chercher de la performance sur l'installation de chauffage. Donc on est sur un chauffage collectif avec une production d'eau chaude sanitaire qui est collective également. À notre arrivée, donc, il y avait une chaufferie de 800 kW. C'était 2 fois surdimensionné puisqu'aujourd'hui les besoins ont été évalués à 400 kW par rapport aux consommations d'énergie de la copropriété. Ce qui a motivé la copropriété à engager des travaux, c'est donc 2 choses. D'abord l'aspect financier, puisqu'il y avait de plus en plus de pannes en fait, dans la copropriété, occasionnant du remplacement de matériel, donc des frais. Et puis on parle aussi de la part la plus importante en termes de dépenses de la copropriété, qui est le volet de consommation d'énergie. La prise de décision de la copropriété a été assez rapide, mais il a fallu expliquer, argumenter en amont l'intérêt de ces travaux. Ce qui s'est passé, c'est que l'augmentation du prix de l'énergie plus les C2E a permis un retour sur investissement de 3 ans, ce qui est devenu très intéressant pour la copropriété. Le rôle de Walter, c'est de se positionner comme un AMO, assistant à maîtrise d'ouvrage. On va travailler sur le volet conformité, le volet performance et le volet pérennité des installations. Tout ça en étroite collaboration avec l'exploitant, qui en l'occurrence est Econowatt sur cette chaufferie, dans l'objectif d'améliorer la performance de l'installation en allant faire des réglages, l'assistance à mise au point également, puis de suivre le côté pérennité de l'installation dans le temps, la faire durer le plus longtemps possible. Les améliorations qui ont été apportées à cette installation ont été tout d'abord le remplacement des générateurs, avec des générateurs à condensation, donc de plus forte performance, et puis aussi tout un travail sur la mise au point hydraulique et les réglages de l'installation. Par exemple, sur les brûleurs, on avait un temps de fonctionnement aux alentours des 3 minutes, et suite à la rénovation et au réglage, on est plus sur un fonctionnement de 30 minutes, ce qui améliore le fonctionnement d'installation, sa performance, et puis également la longévité du matériel. Alors suite à ces travaux, on sait qu'on va pouvoir aller chercher au moins 25% d'économie d'énergie. Oui, les chaudières qui ont été installées sont performantes, mais il y a aussi tout un travail sur l'hydraulique qui a été fait de manière à améliorer l'installation et à l'optimiser. On sait qu'aujourd'hui on condense énormément sur l'installation par exemple, et donc ça c'est gage de performance. Il y a encore des améliorations qui peuvent être faites sur cette installation, et puis il y a aussi tout le côté connecté de manière à suivre les consommations d'énergie pour pouvoir prévenir des dérives de consommation. L'investissement pour la copropriété a été de 300 € par lot, avec un taux de couverture de 50% pris en charge par les C2E, qui va permettre de générer derrière 10 000 € d'économie d'énergie par an pour la copropriété. Le bénéfice pour la copropriété sur une telle opération a été tout d'abord la mise en conformité de l'installation, un travail sur la performance, donc une diminution des charges de copropriété, un maintien de la pérennité dans le temps du matériel, et puis également une valorisation du patrimoine. Le gaz était déjà présent dans la copropriété, il s'est donc logiquement imposé comme source d'énergie, d'autant plus qu'aujourd'hui c'est la technologie qui est le mieux maîtrisée de par les techniciens et les exploitants. Et puis aussi pour le côté environnemental, c'est une source d'énergie qui va continuer à être d'actualité puisqu'on va limiter l'impact carbone en introduisant du biogaz dans les réseaux. Voilà, retour en plateau pour illustrer ces propos de quelqu'un que vous connaissez bien. Oui. Tony Leroy, c'était l'exemple parfait pour montrer par cette petite porte à laquelle vous faisiez référence, par laquelle vous rentrez pour évoquer la rénovation. Oui, tout à fait. Donc, sur cette copropriété, c'est très représentatif, en tout cas de notre quotidien, mais que ce soit même sur des bâtiments neufs ou anciens. C'est que on avait le cas là où on avait une chaufferie qui était complètement surdimensionnée, des circulateurs qui étaient Quel bureau d'études avait travaillé dessus Oui, il y a beaucoup tout est surdimensionné en tout cas en général en chaufferie, et plus de 90% des installations sont aujourd'hui plus que surdimensionnées. Ça a été l'objet d'un débat CGIBAT il y a déjà quelques temps. Sur les économies qui sont avancées, sur les 10 000 € quand même, ça n'est pas rien d'économie par an, c'est un engagement. C'est un engagement, donc aujourd'hui c'est plus qu'un engagement parce que ça c'est ce qui avait été estimé, en tout cas les 25% d'économie, et aujourd'hui on est à plus de 30% d'économie sur cette copropriété à DGU constant.
Vous voulez aussi, avec cette illustration que nous venons de voir à Annemasse, évoquer le logiciel Walltech que vous développez. En vous présentant, j'évoquais les 8 salariés, mais en fait, c'est 8 salariés pour le moment parce que le logiciel va prendre de l'ampleur et le nombre de salariés va croître. À quoi sert-il ce logiciel? C'est un outil pour les professionnels ou c'est un outil pour celui qui utilise la chaufferie? Alors aujourd'hui, c'est un outil, on va dire, qui est utilisé en interne, hein, qu'on développe. Il y a encore un fort axe de développement. Aujourd'hui, on sort des rapports, à peu près tout est automatisé à 70%. Notre objectif, c'est de l'amener à 90% d'automatisation pour justement générer de l'ingénierie à coût abordable pour les maîtres d'ouvrage. Cet outil sera mis dans les mains par la suite d'exploitants, de bureaux d'études. En tout cas, c'est un nouveau métier qu'on veut créer dans le positionnement qui soit bien situé entre le bureau d'études, l'exploitant, le maître d'ouvrage, accompagner, faciliter les prises de décision sur un axe qui est assez facile, on va dire, parce qu'on est sur la dépense fonctionnelle d'un bâtiment qui est l'axe du chauffage et du confort. Benoît Philippe, revenons sur le reportage et donc cette illustration pour atteindre des économies d'énergie assez significatives, donc travail sur la chaufferie. Qu'est-ce que ça apporte comme commentaire de votre part? Je vous ai un peu taquiné les bureaux d'études sur le surdimensionnement, mais voilà. On en est rien de complètement méchant. conscient. Et on travaille dessus également complètement. Ce que ça m'évoque, c'est cette idée de rentrer par la petite porte. C'est quelque chose qu'on essaye de pratiquer quotidiennement chez CETRAC, d'avoir une vision globale et pas d'attaquer systématiquement sur la partie énergétique qui, comme je le disais, n'est pas forcément au cœur des sujets de toutes les copros. Pour autant, on sait qu'on est capable de rentrer dans une copro pour un diagnostic technique sur du tout corps d'état, une maîtrise d'œuvre sur un ravalement, une rénovation diverses et variées. Et donc, sur cette base-là, en fait, on a déjà une première prise de contact qu'on va savoir exploiter. Ça va déjà être une première façon de faire nos preuves, de mettre en confiance les copropriétés, de rassurer, et puis dérouler la pelote jusqu'à finalement arriver à les embarquer, comme pour reprendre le terme de Charles, vers de la performance énergétique. Donc oui, cette idée de petite porte est très très intéressante, je trouve. Donc on attaque par un détail, entre guillemets, et pour peut-être ensuite ouvrir sur une performance un peu plus globale. Charles Arquin, ça vous semble aussi une bonne façon de procéder? Oui, je ne vais pas aller à l'encontre de tout ce qui a été dit. En fait, je pense qu'en tout cas, raisonner en économie réelle est une bonne chose. C'est ce qu'on attend aussi quand on fait un investissement qui puisse être dans la rénovation énergétique ou dans tout autre secteur. On attend à ce que la rentabilité soit au rendez-vous. Et donc, mesurer et suivre les économies d'énergie, c'est une méthode qui me semble appropriée. Je pense qu'il faut travailler du coup en ce sens les financements adossés aux économies d'énergie. Aujourd'hui, on a des financements liés au coût des travaux, à la nature des travaux, très peu autour de la question des économies d'énergie. Et donc, je crois qu'il y a un vrai travail à ce niveau-là. Et après, si on ouvre le débat à d'autres sujets, on va vite avoir la question de l'accompagnement qui a été évoqué tout à l'heure. Et on peut saluer l'arrivée de France Rénov', qui, on peut l'espérer, va donner du coup de la lisibilité, encore une fois, aux ménages et un accompagnement complet pour étudier les différentes options, qu'elles soient encore une fois par étapes ou en global. Et après, pour donner des perspectives sur le marché, ce qui m'interroge, moi, c'est effectivement, et c'était un point tout à l'heure, la question de la main-d'œuvre et la capacité à atteindre ces objectifs. Parce qu'on voit aujourd'hui que beaucoup de personnes s'intéressent au marché de la rénovation, mais peu sont encore formés, ou en tout cas, on aura besoin de bras pour arriver à atteindre les défis qu'on s'est fixés. Des bras sur des thématiques très particulières autour de la réno globale, autour de la copropriété, avec des expertises et des compétences qui sont singulières. Et donc, il s'agit vraiment de travailler les axes de formation initiale et continue autour de ces questions. Un autre moyen aussi complémentaire d'y arriver, la préfabrication. On intervient en rénovation très souvent en site occupé, ce qui pose la question de la nuisance pour les copropriétaires, mais aussi pour la qualité de la réalisation des travaux. Ce déficit de main-d'œuvre pourrait aussi, d'une certaine manière, être sur chantier, réfléchi dans une logique de hors-site et de plug and play, on va dire, autour des sujets de rénovation.
France Rénov', à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure, est en service depuis le début du mois de janvier donc de cette année, donc pour apporter aussi des réponses à celles et ceux qui veulent se lancer dans les travaux de rénovation. On a évoqué avec Vincent les différents calendriers, les différentes étapes qui vont contraindre un certain nombre de propriétaires de biens, et notamment les passoires énergétiques. Mais il ne faut pas se focaliser uniquement sur les passoires énergétiques, il faut aussi travailler sur les autres qui sont très importantes aussi sur le marché. Complètement. On a un marché des passoires énergétiques qui est évalué à 4,8 millions de logements, ce qui est quelque chose d'important. Je crois que par rapport à ces logements, il faut, se poser la question de comment on sort ces logements de passoires, et comment on les sort de manière à pouvoir aussi les amener dans une trajectoire de rénovation performante à terme. Et ensuite, si on regarde à l'échelle du parc français, on voit qu'il y a énormément de logements aussi qui sont classés E. Ça ne sera pas la première étape, Vincent le rappelait, c'est pour un peu plus tard, mais ça n'empêchera pas moins qu'il faudra aussi se poser la question de la rénovation et la manière dont rénover ce parc classé en D et en E qui est de l'ordre de 10 à 15 millions, je crois, si mes souvenirs sont bons. Nous allons évoquer à présent la segmentation des marchés, puisque depuis le début de l'émission CJBAT, nous évoquons le marché de la rénovation et sa massification, mais on devrait parler de marché au pluriel. Et pour évoquer donc la segmentation des marchés, rendons-nous à présent à Belfort, où un bailleur social a fait le choix d'une rénovation complète en site occupé. Alors ici, on était sur un quartier dit sensible. On avait un double objectif, désenclaver ce quartier en réduisant un peu le nombre de logements. Et puis après, c'était rendre aux deux autres bâtiments un peu de confort thermique. Les étapes de rénovation, ça a été déjà l'isolation extérieure. On a fait les fenêtres. La partie chaufferie, elle s'est faite après la coupure du chauffage. À partir du mois de juin, on avait 2 semaines pour faire les logements. La contrainte de passer d'une chaufferie principale sur 3 petites, c'est que la grosse chaufferie se situait dans un bâtiment que nous allions démolir. Les nouvelles chaufferies sont implantées dans les anciens locaux vide-ordures des bâtiments. On est resté sur la logique de l'alimentation des bâtiments par le vide-ordures où les réseaux arrivaient. Alors pour la gestion du déroulement des travaux en site occupé, il a fallu prévoir en amont la mise en service des postes gaz avec l'aide de GRDF. Et une fois ces opérations réalisées, on a pu basculer au fur et à mesure les chaufferies qui avaient été créées pour alimenter en chauffage et en eau chaude les bâtiments. Les économies réalisées sur ces bâtiments sont de 50%. Le tout lié à la rénovation énergétique et à la construction de chaufferies performantes avec chaudière gaz à condensation. On a maintenu un contrat avec intéressement avec un exploitant et cela permet de contenir les consommations puis toujours avoir un objectif d'intéressement ou de pénalisation si la cible n'est pas obtenue par l'exploitant. L'avantage aussi, c'est qu'on a pu contenir les prix puisqu'on était sur des installations neuves par rapport à une ancienne installation. La rénovation BBC, c'est quelque chose qu'on pratique depuis un peu plus d'une dizaine d'années sur le territoire Habitat. On a eu plusieurs expériences probantes qui nous permettent vraiment de dire que c'est des opérations qui fonctionnent techniquement et qu'on arrive à mener à terme. On a pris des architectes, on a mis des beaux produits, on a fait des enquêtes de satisfaction à l'issue des travaux, c'est une habitude qu'on a. On est aujourd'hui sur un taux de satisfaction de plus de 93% sur l'ensemble des travaux. Les objectifs BBC du projet sont atteints. Ça a été confirmé par l'étude thermique finale. Dans le jargon du mouvement HLM, la 3e ligne de charge, qui fait que le locataire va contribuer un peu au financement de ses travaux. Il a une réduction importante de charges de chauffage et de CS. Ici, les consommations étaient divisées par 2 sur ce site, ce qui permet vraiment au locataire de lui rendre du pouvoir d'achat. Ça, c'est le premier impact. Et ce qu'on observe tout le temps aussi sur les réhabilitations type BBC, c'est que si on est dans des quartiers où il y a des logements vacants parce qu'ils sont peu attractifs, à partir du moment où on va lancer une réhabilitation BBC, le quartier devient attractif et du coup nos immeubles sont pleins. Donc l'enjeu est vraiment complet pour aussi bien le locataire que pour nous, bailleurs sociaux. Le montant de cette opération pour la partie réhabilitation, on est à 4,4 millions d'euros investis pour l'intégralité des travaux. On a bénéficié d'aide évidemment, donc il y a une première aide qui est donnée ici au niveau de la communauté d'agglomération Grand Belfort. On a une aide aussi au niveau régional, c'est le système EFILOGIE qui est piloté par la région Bourgogne-Franche-Comté. Et on a aussi bénéficié de l'aide FEDER. GRDF est intervenu et a raccordé ces bâtiments gaz parce qu'ils ne l'étaient pas initialement, à moindre coût, ce qui correspond au final à une aide de GRDF. Les débuts des travaux sont très durs, mais à la fin, on est content du résultat.
Le sourire à Belfort est aussi autour de cette table pour l'émission CJBAT sur la massification de la rénovation avec évidemment le gaz. Je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions aux experts CJBAT qui répondent sur le chat en direct. Charles Arquin, on vient de le voir, donc c'est un bailleur social, vous le disiez tous les deux, ce sont des commanditaires, j'allais dire, des donneurs d'ordre qui tirent le marché vers le haut. On entend les sommes qui sont annoncées, mais à la fin, le résultat est là. Exactement. On a chez les bailleurs sociaux une organisation et un fonctionnement qui fait qu'effectivement, ces bailleurs sont en mesure de porter des rénovations globales et performantes sur leur parc. Je crois que c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, parce qu'effectivement, ça tire le marché de la rénovation vers le haut, en tout cas à mon sens. Peut-être dans les actions qui restera à mener sur ces questions d'énergie, la capacité aussi des bailleurs à porter ces économies dans le temps. On en discutait tout à l'heure, économie conventionnelle vs économie réelle. Comment on peut garantir à travers des missions d'assistance à maîtrise d'usage ces consommations dans le temps. Je pense que c'est un vrai travail qu'ont commencé à engager les bailleurs et qui doivent poursuivre. Et ensuite, si on fait le parallèle avec le marché de la copropriété, effectivement, un marché beaucoup plus disparate en copropriété, avec, à mon sens, une nécessité que de segmenter ce marché de la copropriété, parce qu'on va avoir des copropriétés qui dans, en tout cas, leurs aspects techniques vont pouvoir être relativement simples, je dirais, ou en tout cas prédisposées à recevoir des rénovations ambitieuses, et d'autres beaucoup plus complexes à rénover, parce qu'appelant des caractéristiques architecturales, appelant des caractéristiques techniques comme du chauffage individuel qui, on le sait, est plus complexe à traiter. Et quand on dit tout ça, on parle de 85%. Il faut savoir qu'en France, 85% des copropriétés sont de moins de 20 lots, et beaucoup sont rattachés à du chauffage individuel. Donc ça pose vraiment la question de comment un bureau d'études peut accompagner ces logiques, ou en tout cas quel type de professionnels vont pouvoir enclencher, on va dire, l'accélération de la rénovation de ces ensembles qui malheureusement sont en retard par rapport au marché des bailleurs justement. Et donc à ce propos de la configuration et des différentes configurations des typologies de logements sur le marché, Vincent Lallemand, avec CJBAT, partant de ce constat, vous vous êtes lancé dans une étude pour cartographier et essayer d'apporter une réponse à des typologies de logements bien identifiées. Oui, tout à fait. On a lancé une grande étude au niveau régional, donc avec 6 bureaux d'études, dont CETRAC autour de la table aujourd'hui avec Benoît, et qu'on a complété par une étude nationale réalisée par Pouget Consultant avec Charles. Et l'idée de cette étude, c'était avec un cahier des charges assez précis, c'était de comparer effectivement l'optimum de rénovation à travers 2 chemins. Un chemin où on commencerait plutôt par le bâti, donc qui est plutôt révélateur de ce qu'ont font en général les bailleurs sociaux. Et puis un chemin où on commencerait par le système pour finir par le bâti par la suite, plutôt axé copropriété. GRDF a toujours accompagné la rénovation énergétique, mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, on se focalisait surtout sur le système. Et là, en fait, on a souhaité monter en compétence sur le bâti. Donc, dans le cahier des charges, on a étudié effectivement différents types de bâtis, que ce soit du petit collectif, du grand collectif, de la barre HLM, des logements intermédiaires, sur toutes les zones climatiques, avec des systèmes énergétiques initiaux différents, puisqu'on a étudié aussi bien les systèmes gaz que les systèmes électriques, que les chaufferies bois, les RCU. Et donc, on a réalisé une grande table de mixage avec tout ça, dans lequel les bureaux d'études sont venus aussi à rajouter toute la partie coût qu'eux avaient avec leur expérience sur les différents projets qu'ils avaient pu accompagner jusque-là. Et donc, dans cette grande table de mixage, donc on est venu regarder finalement, en fonction de chaque étape de rénovation, l'impact que ça avait sur les consommations énergétiques, sur les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi sur les économies d'énergie qui allaient être engagées derrière, sur les taux de retour sur investissement de chaque étape. Et puis, donc finalement, on a aujourd'hui un outil assez complet et assez riche de plus d'une dizaine de milliers de scénarios qui nous permet de présenter un optimum, en tout cas quand on va voir un maître d'ouvrage, sur une opération de rénovation, de déjà dégrossir un peu l'étude. Benoît Philippe, DJ Vincent vous a appelé sur la piste pour cette belle étude avec sa table de mixage. Vous l'avez appréhendé comment on s'est posé beaucoup de questions au démarrage de l'étude sur effectivement la bonne méthodologie pour entrer dedans et engager quelque chose qui allait être transposable ensuite.
La première étape, ça a été sur les 3 typologies qui nous ont été confiées, donc le petit collectif, grand collectif et les immeubles en barre, d'associer ça à des bâtiments de référence qu'on avait en bibliothèque, en archives, qui correspondaient, qui étaient complètement représentatifs de la typologie qui allait être étudiée. Donc une étape de validation, bien entendu, pour s'assurer que ces bâtiments répondaient au cahier des charges. Et donc voilà, cette base-là nous a permis d'avoir un modèle concret, quelque chose de concret sur lequel partir et démarrer les études. Donc la première étape ensuite a été de définir, on va dire, l'état initial énergétique de ces bâtiments pour qu'ils soient le plus représentatifs possible, compte tenu de leurs caractéristiques, de leurs années de construction, des types de rénovation qu'ils ont déjà subis, puisqu'on parle de bâtiments qui, pour certains, ont plus de 50, 60 ans, donc ils ont forcément déjà subi des campagnes de rénovation. Voilà, avoir un état des lieux initial le plus représentatif possible. Donc avec l'objectif de, évidemment, baisser les coûts énergétiques et d'avoir aussi en face une évaluation des prix pour y parvenir. Exactement, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'ensuite, on a pu dérouler, décliner tous les scénarios, tous les postes d'amélioration qu'on avait en liste, donc notamment l'ensemble des postes sur le bâti, que ce soit l'isolation des façades, des planchers hauts, planchers bas, les menuiseries, la rénovation des systèmes de ventilation et puis une déclinaison importante surtout de systèmes de chauffage et de production d'eau chaude. Alors si je suis bien informé, si mon petit doigt est bien informé, cette étude a pris un peu de temps au sein de votre bureau d'études. Est-ce que vous êtes satisfait du travail que vous avez obtenu, du résultat ? Oui, on est très satisfait puisque ça a été un vrai challenge. Comme l'a dit Vincent, on n'arrive pas à des milliers de scénarios en quelques heures. Cette étude, elle a été construite, avancée et consolidée sur plusieurs mois, avec des remises en question, des retours en arrière. Et aujourd'hui, on est satisfait de l'aboutissement. On arrive à quelque chose de fiable et qui est vraiment exploitable derrière pour toute la filière. Ouais. Alors c'est une étude générique, évidemment, on ne peut pas la substituer à une étude plus détaillée sur un bâtiment donné. C'est peut-être ça la limite. Elle connaîtra forcément des limites, effectivement. Elle se veut représentative, on va s'en servir comme un tableau de bord, ça va donner une tendance, un très bon appui pour les phases préparatoires, que ce soit une esquisse, une étude de faisabilité. On va peut-être pouvoir pousser jusqu'à un avant-projet, mais au-delà, elle ne pourra pas se substituer à une étude détaillée. Et comme le disait Vincent, Charles Arquin, vous, de votre côté, donc Pouget a réalisé sa propre étude, si j'ai bien compris, qui est rentrée ensuite dans la fameuse table de mixage. Exactement. On a fait ce que Vincent et Benoît décrivaient. On a pris des typologies. Alors je le redis, on a pris aussi des typologies en cœur de ville, copropriété, petite copropriété, voilà comment essayer de les traiter. Et on les a fait finalement voyager au national pour pouvoir regarder ce que ça pouvait donner en termes d'évaluation. On partage un certain nombre de constats qui ont été faits juste avant. Ce qu'on voit vraiment, c'est que la filière gaz a, on va dire, des solutions à la fois pour sortir de passoires et à la fois autour des rénovations performantes. On voit la nécessité, pour moi, de 2 défis à venir. La première autour de la capacité à travailler les sujets d'enveloppe dans la filière, parce qu'on voit que pour sortir de passoire, comme pour atteindre des rénovations performantes, souvent on doit avoir recours à des actions sur l'enveloppe. Et donc ça pose vraiment la question de comment programmer ces actions sur l'enveloppe dans le temps. Et deuxième point, ça pose la question de l'hybridation des énergies aussi, parce qu'on voit que pour atteindre des étiquettes très performantes comme l'étiquette B, on devra très probablement mixer le gaz à de l'eau chaude sanitaire solaire sur le pourtour méditerranéen, et en même temps des solutions type pack hybride sur d'autres zones climatiques. Donc ça pose vraiment la question de ce type d'hybridation, on va dire, dans le temps, et la manière dont on arrivera à la filière de se l'approprier et de trouver les solutions. Vincent Lallemand, l'enseignement général, c'est que le gaz a sa place, puisque nous sommes là pour en parler dans cette émission CJBAT, a sa place dans la massification de la rénovation. Oui, complètement. Enfin, Charles en parlait, les solutions gaz, elles permettent de sortir des passoires énergétiques.
à travers l'opération, enfin rien que sur le changement de système, plus une opération de rénovation sur le bâti, mais aussi d'atteindre la rénovation performante, effectivement en hybridant nos solutions avec de l'apport d'énergie solaire aussi. Donc on a des solutions pour répondre à la rénovation. Le constat qu'on a fait aussi sur ces grandes études, c'est que finalement, entre la théorie et la pratique, Benoît en parlait tout à l'heure, il peut y avoir des écarts. On voit bien que des opérations de rénovation sur certains systèmes vont être compliquées en cœur de ville. Les chaufferies bois, on ne pourra pas en mettre partout. Les systèmes thermodynamiques, les unités extérieures, il faudra les placer aussi quelque part. Si les copropriétés, par exemple, ne sont pas équipées de toitures plates, ça sera compliqué à mettre en place. De la même façon, changer un système individuel en système collectif, il y aura toute la boucle de choses à mettre en place. Là aussi, c'est quand même des contraintes assez particulières et on ne pourra pas le faire à chaque fois. Donc là, c'est pour ça que la mission d'un bureau d'études sur ces rénovations sera indispensable. Et enfin, nous, le premier reste qu'on a, c'est qu'on l'a présenté, cet outil, à plusieurs maîtres d'ouvrage. Il a été bien apprécié et comme le disait Benoît, c'est un premier outil qui permet de dégager des tendances et qui est très intéressant. Donc vous présentez cette étude à un maître d'ouvrage, admettons qu'il décide de passer à l'acte, ça lui donne au moins une enveloppe où il est capable de se projeter dans le temps et dans les montants des investissements réalisés. Tout à fait, et puis en fonction on parlait de rénovation globale ou par étape, peut-être lui indiquer la première étape qui sera la plus optimum pour lui en termes d'économie, pour sortir peut-être de la passoire énergétique et puis envisager par la suite une rénovation plus globale. Benoît, Charles, j'évoquais les grands enseignements de cette étude. Vous, quels seraient les vôtres sur le sujet du gaz ? Sur le sujet du gaz, ça conforte ce que dit Vincent, c'est-à-dire qu'on est sur une énergie qui est fiable, qui est éprouvée, maîtrisée, facile à transporter et sur laquelle qui reste très modeste en termes de surface technique nécessaire pour le déploiement. Donc ça a toute sa place au regard des contraintes qu'on peut rencontrer sur des cas de rénovation. Ouais. Charles Arquin. Je vais me répéter en disant qu'effectivement, le gaz permet de sortir des passoires et permet également d'atteindre, sous certaines conditions, on l'a vu, les rénovations performantes. Donc oui, le gaz a sa place. Sur l'urgence donc des passoires. Personne n'a évoqué les conversions aussi gaz-gaz dans les bâtiments qui sont déjà, comme vous le disiez, rénovés, isolés, qui ont déjà fait l'objet d'un certain nombre de campagnes. Et c'est vrai que peut-être simplement, mais de passer d'une chaudière un peu... qui date de l'époque des dinosaures à une chaudière THPE, ça peut suffire aussi pour obtenir un gain assez significatif néanmoins. Ça peut suffire, effectivement, les technologies, et la performance, les capacités de régulation des derniers équipements sont bien meilleures que ceux qui ont 20-30 ans. C'est une évidence. Je pense que même que Tony pourrait en parler mieux que nous, puisque c'est peut-être le cœur de son sujet. Tony ? Oui, tout à fait. Ce que je vois, moi, en tout cas, c'est qu'au niveau des exploitants, 100% des techniciens maîtrisent l'énergie gaz, et que pour nous, ça reste une énergie d'avenir, d'autant plus qu'il y aura de plus en plus d'introduction de biométhane dedans, donc on va pouvoir décarboner d'autant plus fort, et c'est une énergie qui est maîtrisée avec du matériel performant aujourd'hui. Alors vous, votre credo, Tony, c'est de ramener tout le monde sur Terre, et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez appelé votre cabinet Walter. C'est voilà, les études, c'est bien. Le concret, je ne dirais pas que c'est mieux, c'est aussi bien. Et vous militez aussi pour ce retour du terrain, de celui qui est sur le terrain. Tout à fait, il fallait vraiment accompagner, donc plutôt que les mettre sur terre, on les met aussi autour d'une table pour justement devenir facilitateurs. On est là aussi pour identifier, donc quand on parle de rénovation, il fallait pouvoir aussi amener cette vision, parce que j'étais bureau d'études aussi, côté enveloppe aussi avant, et le fait de rentrer par la petite porte, comme tu disais tout à l'heure, via les chaufferies, en fait, on transforme vite des économies. Donc on fait vite prendre confiance en tout cas au client sur le fait qu'il doit économiser. On est là pour éduquer, mais aussi accompagner l'exploitant. On est assistant à maîtrise d'exploitation aussi, où on va se mettre autour de la table, tous ensemble, maîtres d'ouvrage, exploitants, nous, bureaux d'études, parce qu'on sert aussi les bureaux d'études, pour dire de trouver la bonne feuille de route, le bon plan d'action pour notre client, pour lui amener le maximum d'économie. Et donc ce professionnel tiers indépendant, c'est une profession vers laquelle vous voulez développer véritablement ce métier. Tout à fait, donc ce serait dans l'idée en fait, c'est de créer un petit peu un nouveau métier, un peu comme le contrôleur automobile,
Aujourd'hui, la seule personne, quelque part, qui met les pieds dans une installation de chauffage, c'est l'exploitant de chauffage, donc il est jugé parti. Donc le but de ramener un tiers indépendant qui va faciliter les prises de décision derrière, qui va ramener de la pérennité, de la conformité dans les installations, c'est toujours bien vu, en tout cas, par le maître d'ouvrage. Pas d'économie d'énergie substantielle sans travail en tandem avec l'exploitant. Oui, pour nous, c'est vraiment la cheville ouvrière de la transition énergétique. Ils le savent ou ils ne le savent pas pour beaucoup de techniciens. Mais en tout cas, il faut savoir qu'un coup de tournevis, c'est vite 5% de surconsommation en plus. Et ces 5%, il ne faut pas les voir, il faut faire monter la profession en termes d'efficacité aussi et de communication avec le maître d'ouvrage. Pour moi, il manque de liant un petit peu entre le maître d'ouvrage et l'exploitant, souvent pour obtenir les bons réglages. À condition aussi de savoir où mettre le coup de tournevis. Ça n'est pas donné à tout le monde. Alors, depuis le début de cette émission, nous avons évoqué un certain nombre de typologies de bâtiments, mais de typologies aussi de propriétaires. Et j'aimerais qu'on s'arrête sur les copropriétés, puisque depuis le début de l'émission, avec une petite musique, on nous parle de temps long et on a l'impression aussi que dans les copropriétés, quelle que soit leur taille, d'ailleurs je ne parle pas des bailleurs sociaux vraiment, le temps est beaucoup plus long. Benoît et Charles, vous ne me contredirez pas, tout à l'heure vous parliez de pelote de laine, mais voilà, il faut savoir être patient pour atteindre un objectif. Il faut savoir être patient sur une copropriété, il faut savoir être pédagogue, il faut, les outils vont être très différents et les mots aussi. C'est vrai que c'est un secteur qui peut rebuter pas mal de bureaux d'études et pour autant on peut y voir des avantages. Moi, les deux principaux que j'identifie, c'est déjà la souplesse que ça apporte quelque part en termes de planification d'études, si on se recentre un petit peu sur l'activité d'un bureau d'études. Dès lors qu'une mission est votée et validée sur une assemblée générale, on sait que la suite, ce sera un an plus tard à l'assemblée suivante. Donc partant de là, voilà, on a une souplesse de calendrier qui est très très appréciable. Et puis le deuxième point, c'est que on fait davantage, je dirais, un travail de commercial et on est capable de vendre et d'étirer des budgets dont les gens n'avaient pas forcément connaissance au départ. On est sur des enveloppes qui sont beaucoup moins figées qu'elles peuvent l'être chez un bailleur. Et donc en ça, effectivement, on a ce plaisir des fois de pousser les gens un peu plus loin et les copropriétés au-delà de ce qu'elles imaginaient au départ. Donc d'une faiblesse, vous en faites une force. Vous n'avez pas un seul interlocuteur qui a un budget. Vous en avez sans doute plusieurs, puisque c'est le principe des copropriétés et des assemblées générales. Mais néanmoins, donc avec ce temps long, ce temps vous permet de leur parler peut-être d'économie d'énergie, de rénovation plus en détail et d'affiner le projet au fur et à mesure du calendrier. Charles Arquin, vous êtes d'accord, vous, avec cette vision, vous allez dire, positive du travail avec les copropriétés ? Je suis complètement d'accord. Ça nécessite de savoir parler copropriété, parce qu'on a beau faire des études, effectivement, comme on le voyait, qui permettent d'organiser l'offre et d'organiser le marché. Il faudra s'arrêter à un moment donné sur la copropriété, essayer de faire converger des intérêts qui, initialement, dans la copropriété, ne sont pas obligatoirement convergents, parce que c'est souvent ça, en fonction des typologies d'habitat, en fonction des revenus des ménages, on a des intérêts qui très souvent divergent, donc il s'agit de parler vrai et aussi de trouver les solutions, ce fameux moteur commun de la copropriété. Et ça, je crois qu'un outil qui permet de le faire, c'est bien le diagnostic technique global, parce qu'il arrive très en amont des réflexions, il permet de, encore une fois, dessiner les pistes d'action très court terme, mais aussi dessiner les pistes d'action à long terme, et on sait toute l'importance que de donner cette visibilité, j'y reviens au ménage. Donc je crois qu'on a un vrai intérêt à travailler cette question de DTG ou plan pluriannuel de travaux comme défini dans la loi climat résilience, et je crois que ça sera un bon moteur en copropriété. Et il faut aussi se poser la question de son financement, parce qu'on a des diagnostics qui sont aujourd'hui relativement onéreux, notamment pour les petites copropriétés, j'y reviens, et je crois que c'est vraiment impréalable à toute une démarche après d'engagement de la copropriété à la rénovation énergétique. Après Annemasse et après Belfort, continuons notre tour de France en images. Je vous emmène dans l'Isère, à Mélan précisément, où des copropriétaires ont mené une rénovation complète en 2 étapes.
C'est une copropriété de 4 bâtiments des années 70. On a 140 logements environ. En 2014, on a réalisé un audit énergétique. Puis en 2015, la copropriété a décidé de faire le remplacement des chaudières, ce qui a permis quand même d'obtenir une économie d'énergie de environ 15%. À l'initiative de ce projet, c'est des membres du conseil syndical et il y a eu des éléments forts déjà de décider de mettre de nouvelles chaudières en 2015, qui était comme une première étape pour préparer l'isolation thermique. On avait l'intuition que la technologie nous permettait de changer les chaudières qui étaient en fin de vie pour ensuite les réadapter une fois que l'isolation thermique aurait été faite. On a fait ce choix-là et on ne le regrette pas puisque maintenant on est en train de réadapter le réglage des chaudières pour l'adapter au mieux à une baisse de consommation d'énergie. Pour ce genre de travaux, il faut compter environ 35% de subventions. Là, on était à un reste à charge d'environ 15 000 € par logement. Quand on compare à un ravalement simple, on est à peu près sur les mêmes fourchettes de prix. C'était plutôt intéressant pour les copropriétaires, également pour les occupants, puisqu'ils gagnaient un certain confort, notamment l'été, puis ça valorise aussi le patrimoine. Alors le rôle de l'ALEC, il est d'accompagner la copropriété tout au long de son projet. On a organisé pour cela une réunion avec l'ensemble des copropriétaires pour expliquer le projet. Ensuite, on travaille en relation avec les différents professionnels. Il y a une phase qui consiste à mener l'ingénierie financière, c'est-à-dire expliquer à chaque copropriétaire combien va coûter le projet et quelles sont les aides auxquelles ils vont pouvoir prétendre. Si on n'avait pas eu d'ALEC, les prises en charge, on n'aurait jamais fait le projet. C'est un travail de longue haleine. Le syndic, lui, a pour rôle d'épauler, de conseiller, de guider, mais aussi c'est lui qui va faire voter les travaux en assemblée générale. C'est aussi le syndic qui suit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait des réunions chaque semaine pour faire le point avec les entreprises. Au niveau du confort, c'est indéniable. J'ai la climatisation que j'avais fait installer il y a 10 ans. Je m'en suis quasiment pas servi. L'hiver, c'est pareil. D'habitude, j'avais toujours tous mes radiateurs qui marchaient. Et l'année dernière, souvent, moi, j'étais obligé de fermer des radiateurs. Au niveau du conseil syndical et puis de la plupart des habitants, ils sont contents que ça soit fini, mais ils sont aussi fiers de l'avoir fait. On a pu constater du coup un gain d'économie d'énergie de 30% depuis l'année dernière, sachant que l'objectif était de 40%. Cette copropriété, elle a atteint le niveau bâtiment basse consommation, c'est un niveau très performant. Ce qui a été favorable ici, c'est qu'ils avaient déjà des consommations relativement basses grâce aux travaux qu'ils avaient fait sur les chaufferies. Et le format du bâtiment s'y prête aussi puisque les formats en tours sont très compacts, donc avec peu de déperdition. L'ALEC revient après les travaux pour travailler avec l'exploitant sur les consommations de chauffage. Tout ça vise à mieux comprendre le comportement du bâtiment et ses consommations après la rénovation. Voilà, visiblement les copropriétaires sont très heureux de ce qu'ils ont fait avec, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, au moins 30% d'économie d'énergie. Néanmoins, Charles Arquin, ça a duré longtemps, ça a coûté un peu d'argent. Est-ce que ça peut convenir à toutes les copropriétés ? Alors pas à toutes, on espère au plus grand nombre, parce que c'est des bonnes pratiques. Maintenant, on l'a dit à plusieurs reprises, il faut s'adapter un peu aux différentes situations et segmentations de marché. Ce qu'on peut quand même dire, c'est qu'en termes de coûts, engager des travaux de rénovation énergétique comme celles qui sont lancées, finalement, ça reste quelque chose de rentable, hein, il faut se le dire. Hein. C'est sûrement plus rentable d'ailleurs que de mettre de l'argent sur un livret A, donc engageons ces rénovations. Et ensuite, c'est vrai qu'on a un vrai sujet autour du site occupé et de la capacité à finalement réussir à convaincre que, quand bien même on aura des interventions en partie privatives, ça permettra d'améliorer la qualité d'air, d'améliorer le ressenti par les locataires. Et je crois encore une fois qu'il s'agit en copropriété, fort d'un DTG qui définira les travaux en collectif et en privatif, de bien planifier ces travaux en privatif de manière à profiter des transactions et du coup profiter de ce logement qui, à un moment donné, est vide. Benoît Philippe, nous l'avons vu aussi avec l'exemple chez le bailleur social, nous venons de le voir en Isère. Le site occupé, alors même s'il y a des contraintes, finalement, ça n'est pas un frein total. On peut faire quelque chose, on peut intervenir. Pas du tout. Effectivement, c'est aujourd'hui quelque chose qui est maîtrisé. Ça se planifie, il y a une organisation, un bon pilotage à prévoir dès le départ. Et là, on se réfère plus à une partie coordination de travaux pour ordonnancer les interventions correctement, limiter le nombre d'allées et venues dans le logement et faire, on va dire, des
des opérations coup de poing où on va passer la totalité des travaux en 24, 48 heures, 72 heures selon l'ampleur, mais sur une fenêtre de tir très réduite pour limiter au maximum les nuisances, quoi. Nous arrivons presque au terme de cette émission, Cegibat, et il y a un sujet que nous n'avons pas encore abordé et qui est pourtant majeur, c'est celui du financement. Vincent Lallemand, quelques fourchettes ont été données de ci, de là dans les reportages, mais voilà, déjà parlons des leviers financiers qui vont pouvoir accompagner l'ensemble des différentes rénovations que nous avons évoquées. Alors évidemment, des aides vont être mises en place ou des dispositifs fiscaux. Le premier, ça va être sur la rénovation performante. Alors, le dispositif d'aide n'est pas encore acté. Ça viendra sûrement avec l'accompagnement France Rénov' d'ici 2023-2024. Néanmoins, il y a déjà des aides qui sont en cours, notamment la prime pour la sortie des passoires énergétiques qui est de 500 € par logement, ou alors la prime d'atteinte de l'étiquette A et B, pareil, de 500 €. On va avoir ma prime Rénov', ça qui est un système qui a évolué là en début d'année, avec, donc qui va concerner les logements de plus de 15 ans, avec une dérogation pour les logements au fioul qui, elle, sera ramenée à 2 ans. Si l'occupant s'engage derrière l'occupant propriétaire à vivre dans son logement pendant au moins 2 ans. Et puis ensuite, on va avoir toute la partie C2E, les coups de pouce. On a encore les coups de pouce chauffage, les coups de pouce rénovation globale en maison individuelle. Et puis le coup de pouce EVA-PDC qui va permettre d'obtenir une prime jusqu'à 750 € pour le changement, jusqu'à fin 2025, pour le changement des conduits d'évacuation de produits de combustion. On va avoir le plan de relance aussi, puisqu'il y a quand même 4,5 milliards qui ont été mis en place pour accompagner la rénovation énergétique des bâtiments, notamment les bâtiments d'État, les collectivités et le parc de logement social, avec une enveloppe de 500 millions d'euros sur le parc de logement social. On va avoir des aides mises en place au niveau des régions. On l'a vu dans le reportage de Belfort, il y a des aides à aller chercher au niveau de Mélan, avec là dans ce cas précis l'aide Murmure. Au niveau Europe aussi, on l'a vu dans le reportage de Belfort avec le fonds FEDER. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'aides mises en place. Il va falloir que ces dispositifs soient pérennes dans le temps pour qu'ils puissent être incitatifs à ce que les maîtres d'ouvrage engagent ces rénovations et pour donner de la visibilité aussi à toutes ces opérations. Vous nous mettez l'eau à la bouche avec toutes ces aides et j'en rajouterai même d'autres qui sont locales, voire métropolitaines. En tous les cas, le message que l'on peut faire passer, c'est renseignez-vous bien avant de commencer les travaux, car il existe un arsenal complet des aides. Mais vous me voyez venir, vous m'avez mis l'eau à la bouche, mais moi je vous demanderais une fourchette, un ordre de grandeur. Est-ce que dans cette grande étude dont nous avons parlé dans l'émission, est-ce que vous êtes capable de me dire, voilà, pour telle rénovation, Monsieur Bergerot, ça vous coûtera tant? Alors, on l'a vu, l'étude, en fonction des typologies de bâtis, des systèmes initiaux, des zones climatiques, on va avoir une fourchette de coûts assez importante. Néanmoins, si on prend le cas des passoires thermiques, la sortie des passoires thermiques, nous, dans l'étude qu'on a pu faire, on constate qu'on est de l'ordre de 15 000 à 20 000 € pour sortir un logement de passoire thermique, un logement d'une surface moyenne de 60 mètres carrés. C'est un peu la fourchette que nous, on retrouve dans nos études. Je me tourne vers les bureaux d'études. Vous êtes d'accord sur ces chiffres? Évidemment, c'est une fourchette, c'est compliqué. Je joue mon jeu d'avocat du diable, hein, mais voilà, chaque cas est unique, mais voilà, il faut bien quand même qu'on ait un peu une idée générale de ce que ça coûte. C'est des ordres de grandeur qu'on retrouve effectivement régulièrement, absolument, ouais. Et ce qu'il faut aussi se dire, c'est que la logique veut aussi qu'on s'intéresse au surcoût lié à la performance énergétique. Parce que de toute façon, la copropriété devra engager à un moment donné des travaux d'entretien-maintenance et ils auront également un coût. Donc je crois qu'il ne faut pas non plus s'arrêter uniquement au coût brut, mais aussi au coût net que représentent ces actions de performance énergétique sur ces copropriétés notamment. Et un point que nous n'avons pas encore abordé dans cette rénovation énergétique, c'est qu'une fois que la rénovation est faite, il y a aussi l'usage des nouveaux appareils. On entendait dans le reportage de Mélan un monsieur qui nous parlait de son chauffage qu'il ne met quasiment plus. En revanche, d'autres ont un comportement un peu inverse. Tony Leroy, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond, c'est que malgré les travaux, ou en dépit des travaux, on a coutume de mettre un peu le chauffage un peu plus que ce que l'on devrait.
Oui, c'est vraiment un constat qu'on fait aussi. C'est que souvent, les résultats ne sont pas à la hauteur, en tout cas, de ce qui avait été estimé. Et on s'aperçoit qu'un bâtiment qui est rénové, les gens cherchent des températures de confort beaucoup plus élevées. Donc 1 degré, 7%, c'est vrai que... 7% de consommation en plus. Oui. En plus, tout à fait. Et on s'aperçoit que les gens chauffent très facilement à 23 degrés maintenant leur logement. C'est les points de consigne qu'ils recherchent. Mais nous, quand on travaille sur des contrats avec des cibles de température, les gens ne veulent pas descendre en dessous de 23 degrés, hein, même sur les bâtiments neufs. Donc l'effet rebond, la maîtrise d'usage aussi qui doit être très importante à faire passer chez les bailleurs sociaux pour les locataires qui évidemment ont ensuite une incidence sur leur facture de charge. Je pense que c'est aussi un cas important à prendre en considération. Complètement, c'est comment sensibiliser dans la durée et rendre le locataire acteur finalement de cette rénovation. Vincent Lallemand, c'est vous qui avez introduit cette émission donc, sur la massification donc, avec le gaz comme outil pour faciliter la massification de la rénovation. Que peut-on dire en conclusion? Certes, on ne va pas assez vite, mais avec le gaz, on peut faire de belles choses. Alors c'est vrai qu'on ne va pas assez vite, néanmoins si on regarde un peu dans le rétroviseur, depuis 2005 on voit que les consommations liées au chauffage diminuent de 2 à 3% par an, les émissions de gaz à effet de serre aussi, donc on voit qu'on est dans la bonne direction. Néanmoins il est sûr que si on veut être au rendez-vous de cette décarbonation, il va falloir accélérer sur la rénovation performante. On l'a vu, la rénovation performante c'est du temps de chantier, c'est des coûts d'investissement importants, tout le monde ne pourra pas aller sur de la rénovation performante non plus. Mais il faut prioriser l'efficacité énergétique, puisqu'en travaillant sur l'efficacité énergétique, on va diminuer les émissions de gaz à effet de serre qui seront liées. Et en plus, les vecteurs énergétiques se verdissent, et donc indirectement, on va faire baisser dans le temps l'étiquette carbone. Si on prend le cas du gaz, par exemple, la part de gaz renouvelable avec le biométhane augmente tous les ans dans le réseau. Et donc on va faire diminuer cette part carbone du gaz, et finalement, une rénovation aujourd'hui... On pourrait faire par étapes en changeant le système aujourd'hui, dans 4-5 ans, ou peu importe la temporalité, mais dans quelques années, quand on viendra rénover le bâti, on aura déjà travaillé sur l'efficacité énergétique. Donc le gaz permet de répondre à ces enjeux de massification de la rénovation. Vous nous aviez aussi parlé de la rénovation performante, rénovation par étapes. Quelle que soit la rénovation, la démarche est bonne. Entreprenons-la. Oui, il faut y aller, et si on ne peut pas se lancer dans une rénovation globale, peut-être plus compliqué, Tony le disait tout à l'heure, il y a déjà des optimisations à faire rien que sur le système énergétique, rien qu'en le changeant et en le réglant correctement. Donc c'est déjà des premières étapes qui peuvent ouvrir la voie à une réflexion ensuite par la suite, comme le disait Benoît, où ils peuvent emmener les copropriétaires un peu plus loin que ce qu'ils avaient prévu initialement pour aller sur de la rénovation énergétique performante. Merci en tous les cas, messieurs, d'avoir participé à ce nouveau rendez-vous, l'émission CJBAT. Merci également aux équipes CJBAT qui m'ont aidé à préparer en coulisses cette émission, et merci aussi aux équipes de Butaf Communication pour la mise en image. À très bientôt pour une nouvelle émission CJBAT.